Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette 5e capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter Céline Taveriti. Bonjour. Céline, tout d'abord, merci infiniment d'être là, de contribuer à ce projet-là. Merci à toi de pouvoir me faire participer à ce projet qui est un très beau projet. Ben, merci. J'aimerais tout d'abord que tu nous dises qui est la Céline d'aujourd'hui. Alors, la Céline d'aujourd'hui est une femme qui est entrepreneuse, qui crée actuellement sa société pour intervenir auprès des parents et des professionnels de l'enfance pour donc donner les principes de l'éducation bienveillante, pour faire en sorte que les enfants grandissent dans un environnement sain qui soit bienveillant pour eux et qui soit avec des parents qui soient aussi bien dans leur peau pour donner une future génération épanouie et une future société plus épanouie et plus sereine que ce que l'on est actuellement. Voilà, donc ça, voilà, aujourd'hui, c'est ma mission de vie, c'est ce qui m'anime tous les jours, ce pourquoi je me lève tous les matins et j'entreprends toutes les actions que je fais actuellement. J'ai aussi une petite fille de 3 ans et demi qui a vraiment été le déclencheur pour moi de cette nouvelle vie, de cette deuxième chance que je me suis donnée. Et donc voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Génial! Et parle-moi de la Céline que tu étais il y a 10 ans ou avant ton événement bascule. Alors, il y a 10 ans, j'étais une personne qui avait énormément de principes très arrêtés, qui voulait contrôler énormément de choses. J'avais des problèmes de santé qui m'handicapaient énormément au quotidien et qui ont fait que j'étais dans une fragilité aussi constante au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau relationnel, au niveau de tout. J'étais plutôt en insécurité totale à l'intérieur et du coup, je cherchais vraiment à ce que ma relation amoureuse puisse combler le manque que j'avais à l'intérieur de moi. J'avais la peur du rejet, la peur de l'abandon. Voilà, et c'est vrai que tout ça, j'écoutais pas du tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, même si je sentais certaines choses, j'écoutais pas. Et du coup, j'avais vraiment tendance à du coup somatiser et à que tout se transforme au niveau de mon corps et un problème de santé. Donc, je suis passée par une période où j'avais énormément j'avais pris beaucoup de poids, je prenais beaucoup de traitements très très lourds, où j'ai été en arrêt de travail pendant très longtemps, où vraiment j'avais pas plus d'activité professionnelle et où j'avais du mal à avoir un lien relationnel parce que au fur et à mesure on se referme, on se replie sur soi. Voilà, et puis du coup dans la relation de couple aussi ça jouait, donc ça a modifié beaucoup de choses. Voilà, c'était une période, on va dire, un peu compliquée. J'imagine. Et puis voilà, après, j'avais une valeur loyauté qui était très, très forte, en fait. Et donc, du coup, j'arrivais pas à revenir sur mes paroles. J'arrivais pas à... Je savais plus ou moins, au fond de moi, que je devais changer certaines choses, mais j'y arrivais pas parce que cette valeur-là était trop importante pour moi et je m'arrêtais vraiment à ça. Donc, du coup, j'allais vraiment à l'encontre de ce que je ressentais à ce moment-là. Et du coup, vraiment, tout autour de moi était en dissonance totale, quoi. Rien ne s'alignait parce qu'à l'intérieur de moi, c'était tellement le chaos, j'étais tellement pas en accord avec ce que je vivais, tout ça, que forcément, voilà, à l'extérieur, Oui, tout à fait. C'était le reflet de ton intérieur. c'est ça. Puis à un moment donné, si tu fais partie du projet Deuxième Chance, c'est qu'à un moment donné, il est arrivé un événement qui a fait en sorte que là, c'était plus possible, cette situation-là. Oui. Alors, clairement, oui, ça a pu être possible. En fait, le moment où ça a pu être possible, c'est la naissance de ma fille. Parce que donc du coup, après cette période-là, j'ai vécu une séparation.
et je me suis remise dans une relation qui a été encore plus toxique parce que j'étais encore plus fragilisée en fait. J'avais totalement perdu pied et j'avais plus de liens sociaux. Enfin voilà, j'étais vraiment coupée de beaucoup de choses et donc en fait, voilà, toujours pareil, pour combler quelque chose de l'intérieur, je me suis raccrochée à quelque chose et je suis tombée, voilà, les personnes voient très bien qu'ils ont en face d'eux. Et moi, j'étais pleine de failles, quoi. Et donc, du coup, la personne s'est engouffrée dans ses failles. Et donc, j'ai vécu pendant quelques années l'enfer, pour pas dire autrement, et avec une grossesse très, très compliquée. Et moi qui avais toujours prôné l'innocence des enfants, le fait de les protéger, le fait de tout ça, et ben, je me retrouvais à faire vivre à ma fille, donc, qui était dans mon ventre, le pire, en fait, l'impensable. Et sauf que j'étais totalement dissociée, je n'étais presque plus dans mon corps. Voilà, il y avait mon corps et mon esprit, mon âme qui était je ne sais pas où. Quand je revois des photos de cette époque, j'ai vraiment cette sensation-là de ne plus être dans mon corps, en fait. Et mon regard tellement vide, tellement feutré que, ouais, à un moment donné, quand on a beaucoup de failles et que la personne réussit à rentrer dans ses failles, et qu'elle appuie vraiment dedans, et du coup, ça peut rentrer dans des jeux de perversion, donc voilà, avec violence, machin, et du coup, nous, on rentre dans un mécanisme où finalement, on arrive à se sentir coupable, à se remettre en question nous, à culpabiliser nous, alors que finalement, bon, on a juste à savoir poser nos limites, mais c'est tellement dur et c'est tellement, quand on est dedans, c'est juste vraiment très, très compliqué, malgré toute la force de caractère, parce que pour revenir à la personne que j'étais peut-être avant 10 ans, en fait, j'ai toujours eu une très grande force de caractère, j'ai toujours été très déterminée dans tous mes choix, dans tout ce que je faisais. Moi, les personnes me voyaient comme une personne hyper... voilà, hyper droite, hyper forte, tout. Mais j'ai envie de passer le message que on peut être forte, on peut être déterminée, on peut avoir tout ça, et on peut malgré tout tomber dans des relations qui sont très toxiques et que ça ne nous enlève pas notre valeur à nous. C'est juste qu'on a des failles et qu'il faut aller chercher à l'intérieur de nos failles et se prendre soin de nous pour qu'on puisse dire non à ces relations-là, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, je sais plus où j'en étais, mais du coup, voilà, c'est ma fille, en fait, tant que j'étais enceinte, ma fille était là, mais elle n'était pas très concrète, finalement. Quand ma fille est née, les 3 premiers jours, ça a à peu près été, mais très rapidement, il y a eu des événements autour qui ont fait que elle a, elle aussi, somatisé, en fait, et c'est devenu un bébé qui était en hyper-vigilance, en fait, qui, H24, ne pouvait pas se reposer, ne pouvait pas fermer les yeux sereinement, ne pouvait pas être tranquille. Et puis, elle me sentait, moi qui étais sur le qui-vive, en mode survie, parce que j'étais vraiment dans un mode de survie. Donc, voilà, elle était en mode survie elle aussi et elle ne s'arrêtait pas, sauf que du coup ça alimentait moi le fait que c'était complexe parce qu'un bébé qui ne dort pas ni la nuit ni le jour, ni voilà, je l'allaitais, elle avait des problèmes d'allaitement parce qu'elle avait un frein de lèvres et en fait j'ai appris plus tard, parce que je l'ai fait consulter par une pédopsychiatre, j'ai appris plus tard qu'en fait ce sont des choses qui restent comme ça parce que dans le ventre, quand la maman subit un trop gros stress, il y a le liquide amniotique qui est très acide et du coup le bébé ne se met pas à téter correctement, il ne développe pas la succion, donc ne fait pas en sorte que ces freins-là se coupent. Voilà, et donc en fait tout s'explique après quand on cherche, quand on creuse. Et donc, du coup, voilà, ça a été compliqué aussi. Elle a eu beaucoup de reflux. Elle a fait des fausses routes. Donc, on a atterri plusieurs fois à l'hôpital. Et un jour, je me suis dit, à chaque fois que je m'éloignais de la maison,
je comprenais que, elle allait mieux. Je sentais qu'elle dormait mieux, ses pleurs s'apaisaient un peu. Alors un peu, hein, parce qu'on n'était pas Mhm. de c'était pas le jour et la nuit. Oui. Mais en fait, elle faisait peut-être 2 heures de sommeil d'affilée, ce qui n'arrivait jamais, des choses comme ça. Et Mhm. donc du coup, je commençais à en prendre conscience, même si bien sûr que c'était évident qu'un bébé ne peut être que, impacté par l'environnement Mhm. violent qu'il y a autour, c'est évident. Mais quand on est dedans, on n'a pas cette conscience d'esprit Mhm. et on n'a pas cette clarté d'esprit, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a Mhm. plus du tout les esprits clairs, quoi, clairement. Tout à fait. Et donc, du coup, enfin, moi, j'étais focalisée sur est-ce que ce soir, je vais rester en vie? Est-ce que ma fille va rester en vie? On était, voilà, c'était. Mhm. Et du coup, j'avais plus la capacité de réfléchir beaucoup plus loin, quoi. Mhm. Et puis, à un moment donné, petit à petit, en voyant, quand je partais quand même beaucoup. Du coup, à chaque fois que je m'écartais, j'arrivais à reprendre quelques forces. Et puis, je me disais, ben, regarde, là, elle dort mieux, elle fait ci, elle fait ça. Et à un moment donné, je me suis mis une deadline et je me suis dit, cette fois-là, c'est plus possible. Si à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est terminé. Et du coup, c'est comme ça que, voilà, un jour, je me suis dit, ben là, c'est le truc de trop. Euh, et cette fois-ci, je pars définitivement. Mais en gros, c'est ma fille qui m'a permis d'avoir cette force-là de Mhm. partir. Pour moi, je crois que je sais pas si à l'heure d'aujourd'hui où je serai. Mhm. Mhm. Donc voilà, c'est clairement c'est la naissance de ma fille, c'est mon amour pour elle et le fait que en plus c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur que Et j'imagine. voilà. Ah oui, tout à fait. Ben, tu as un peu répondu à ma prochaine question. En fait, ben, quand tu as pris la décision de quitter et de te construire une vie toute seule avec ta fille, ça n'a pas dû être facile. Quel était ton pourquoi? Tu l'as fait exclusivement pour ta fille ou il y a quelque chose qui t'animait à l'intérieur? Non, je crois qu'à ce moment-là, j'avais que l'amour de ma fille Mhm. pour vraiment dire stop. Mhm. L'amour de moi, il n'existait plus en fait. Mhm. Euh, j'avais plus d'estime de moi, j'avais plus d'amour de moi, je n'existais quasiment plus. Mhm. Et c'est en regardant ma fille, je lui ai dit quel exemple de femme tu vas donner à ta fille en fait. Est-ce que tu Mhm. veux donner cette image d'une femme euh, qui n'est pas, enfin qui est pas soumise parce que malgré tout je ne l'étais pas. C'est paradoxal, mais voilà, je Mhm. ne l'étais pas. Mais est-ce d'une femme éteinte qui est en mode survie ou est-ce que tu veux donner un exemple d'une femme qui est capable d'accomplir ses rêves, d'aller de l'avant, Mhm. de se sortir. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est ma fille, voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour ma fille et qu'est-ce que je dois être pour le bien-être de ma fille. Et Mhm. donc, en fait, et là, par contre, je me suis aperçue qu'à un moment donné, je ne pouvais pas faire autrement que me reconstruire moi Mhm. pour l'élever. Tout à fait. J'étais dans un état où, c'est pas beau à dire, mais je parle naturellement. Hein. Oh oui, tout à fait. J'étais une loque humaine, hein, en gros, même Mhm. si de l'extérieur ça ne se voyait pas, de Mhm. l'intérieur ça l'était. Et je me suis dit, non, il faut que tu te reconstruises et que tu sois là pour elle. Et que Mhm. tu... Donc, forte, je l'étais parce que malgré tout, pour vivre dans un environnement comme ça, avec un bébé, en travaillant, parce que je travaillais quand même à côté, j'ai pas eu de congé maternité ni quoi que ce soit. Voilà, je travaillais, j'étais indépendante et c'est moi qui ramenais les sous pour Mhm. faire vivre le foyer. Donc, voilà. Mais donc forte, je l'étais, mais je n'étais pas forte dans des conditions sereines. Voilà, j'étais forte Mhm. dans un mode survie. Donc voilà, je voulais offrir un autre environnement à ma fille. Et en fait, donc j'ai toujours été plus ou moins dans l'éducation avant. J'ai travaillé avec des enfants des centres aérés, dans des établissements scolaires, enfin après voilà. Mais j'avais jamais entendu parler d'éducation positive, de Mhm. parentalité bienveillante, de tout ça.
voilà, c'était assez étranger. Et en fait, à ce même moment où j'étais en train de prendre cette décision, j'ai eu de nouveau contact avec une personne que j'avais rencontrée 1 an avant, qui faisait des ateliers de développement personnel pour les enfants, des ateliers de bien-être pour les enfants. C'était les ateliers Mon Moment Magique de Juliette Siozak. Et du Génial. coup, je me suis dit, ben, je veux faire la formation, je veux le faire. Parce que moi, je cherchais une deuxième activité. Pendant ma grossesse, ma deuxième activité était tombée à l'eau. Enfin, voilà, il y avait eu un problème au niveau de l'entreprise. Et donc, du coup, je cherchais une deuxième activité et je me suis lancée là-dedans. Vraiment, comme ça, du jour au lendemain. Elle m'a dit, c'est bon, il y a une place dispo pour lundi prochain à la formation. J'ai dit, OK, c'est bon, je suis là. Et du coup, là, j'ai entendu parler d'éducation bienveillante et tout. Je me suis dit, ah ouais, mais si tu animes des ateliers de bien-être pour les enfants, il faut que tu te renseignes un petit peu plus parce que c'était un peu chinois pour moi. J'avouais que là. Et donc, du coup, je suis allée voir des conférences. Je suis allée voir un film qui s'appelle Le cerveau des enfants qui m'a marqué. Je crois que c'est le film qui m'a le plus marqué. Et j'ai compris, en fait, à ce moment-là, que tout ce que j'avais vécu, c'était le fruit, en fait, de la manière dont on était éduqué. Alors, je ne veux pas mettre la responsabilité sur mes parents ou quoi que ce soit, hein, ce n'est pas le but. Ils ont fait comme ils ont pu avec les outils qu'ils avaient à ce moment-là. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait, et aujourd'hui, on a du recul, on a des expériences et on sait comment fonctionne le cerveau. Et moi, après, maintenant, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai trouvé ça mais tellement logique et tellement limpide, ça a tellement résonné à l'intérieur de moi que oui, je pense que la manière dont on éduque nos enfants aujourd'hui peut changer des vies, peut avoir un énorme impact sur la vie de l'enfant plus tard. Donc, bien sûr qu'il n'y a rien de figé, bien sûr qu'il n'y a rien de déterminé. La preuve, moi, j'ai tout déconstruit pour reconstruire. Donc, tout est possible. Je suis totalement d'accord. Mais si on peut éviter des parcours comme ça, c'est quand même mieux, Mais oui, à mon sens. Et donc, du coup, j'ai découvert tout ça, tout cet univers. Et au début, je me suis dit, mais en fait, il faut que tu le transmettes à ta fille. Il faut que ta fille, tu l'élèves différemment et que tu puisses appliquer tout ça avec elle. Donc, je me suis formée, j'ai pas fait. Voilà. Bon, au début, c'était vraiment pour moi et pour ma fille. Et pour les ateliers de bien-être, mais c'était pas. Voilà, j'allais le faire indirectement, en fait. Vraiment pas. Et puis, ça me trottait quand même, je trouvais ça quand même vraiment pas mal. Moi, j'aimais beaucoup la formation. Dans mon activité, je formais quand même mon groupe, mon équipe. Et j'adorais être dans cette posture-là. Et en général, les personnes me disaient que du coup, ça m'allait quand même très bien. C'était quelque chose dans lequel je performais pas mal. Et du coup, j'étais, il y a 1 an, en fait, pendant le Covid de l'année dernière, où mon activité s'est cassée, entre guillemets, a eu une grosse pause parce que on ne pouvait plus exercer, et bien, je me suis dit, il faut vraiment que tu trouves autre chose. Donc, j'avais les ateliers de bien-être pour les enfants, mais c'est pareil, ça se développait, mais moyennement. Et puis, je sentais en fait que c'était un chemin, que c'était pas là où je devais arriver. En fait, les ateliers de bien-être, ça a vraiment été un chemin et un moyen pour accéder à cette partie-là de choses que je ne connaissais pas et pour me mener au projet que j'en fais maintenant. Alors, peut-être que j'en aurai un autre dans 5-10 ans, hein, ça c'est fort possible, mais en tout cas, là, pour la première fois de ma vie, je sens que c'est un projet qui vraiment me correspond, m'anime et dans lequel je dois vraiment transmettre tout ce savoir-là, toutes ces connaissances-là, tous ces outils-là, pour que les enfants soient des enfants heureux et pour que les parents soient des parents apaisés, qui se sentent bien dans leur rôle-là, en fait. Et donc, du coup, j'étais en plein questionnement, mais j'en étais pas encore arrivée là. Et à l'inscription scolaire de ma fille, la directrice me dit, est-ce que vous avez une préférence pour la maîtresse ou moi, je lui dis, non, je ne les connais pas ni l'une ni l'autre, mais je lui dis, si vous avez une maîtresse qui est un peu plus dans la pédagogie bienveillante ou pédagogie positive, je préférerais, c'est un peu ce que je fais à la maison. Et là, la directrice me dit, mais c'est quoi ça?
Et là, je me suis dit, ok, ok. En fait, je me suis sentie mais atterrée. Et donc déjà, c'est quelque chose qui me révoltait, même si, voilà, honnêtement, c'est quelque chose qui me révoltait. Que tout le personnel de crèche, c'est encore plus vrai, je pense, en crèche, qui est au contact de nourrissons, de tout petits bébés, n'ait pas ces notions-là. Je trouve ça aberrant que ça fasse pas partir du cursus de formation. Et donc là, quand j'ai entendu ça et que moi j'étais en pleine réflexion, je me suis dit, ok, c'est ça. Je cherche pas plus loin, c'est ça. Et du coup, 2 semaines après, j'étais en formation sur Lyon pour me former professionnellement, pour avoir le titre pour former professionnellement dans les établissements scolaires, en fait. Et après, j'ai enchaîné sur la petite enfance. Et voilà, donc je me suis dit, non, je veux que tous les professionnels puissent avoir ce message. Et vu que je trouve que c'est aussi important que les parents aient ce message, voilà, j'essaie d'agir au niveau des deux, autant au niveau des structures, où là, je fais plus du présentiel, et au niveau des parents, où là, j'interviens plus en ligne et à distance, et où j'ai créé mon premier programme de formation en ligne pour l'estime de soi des enfants. Wow, génial, quelle belle mission. En t'écoutant, il me vient tellement de choses, là. Premièrement, ton expérience. À première vue, on a l'impression que tout le monde va bien, mais j'ai tellement l'impression que ça va toucher profondément plusieurs femmes parce qu'on est plusieurs à avoir vécu des situations similaires, vraiment. Puis ton parcours, puis de te voir aussi lumineuse et passionnée aujourd'hui, c'est fou, là, quand même, à quel point c'est inspirant. Puis je sais pas... si ça fait plusieurs années que la parentalité bienveillante, l'éducation bienveillante, je ne sais pas si ça fait plusieurs années que c'est sorti en France, mais ici au Québec, ça fait peu de temps. Oui. Moi-même, chez nous... moi-même, je travaille en crèche, ce que vous appelez des crèches, depuis 25 ans. Puis je peux te dire qu'au cours des dernières années, il y a eu une grande évolution. Puis on appliquait en quelque sorte ce que là, on s'éduque de plus en plus là, au positif aussi, mais on le faisait, mais sans mettre des mots. Et maintenant, on va tellement plus loin. C'est tellement une façon consciente d'éduquer les enfants. C'est vraiment merveilleux que toi, tu contribues à ça, là. Merci. Et oui, mais après, ce qui est extraordinaire, c'est que, pour moi, voilà, c'est qu'en fait, et c'est le message que j'ai envie de passer, c'est que des fois, on peut se dire, voilà, on peut mettre des années à se remettre de certaines choses. Et moi, honnêtement, ça fait en fait 3 ans, réellement, que j'ai décidé d'être seule avec ma fille. Et ça fait 1 an que j'ai mon projet là. Mais en fait, après, je me suis mise à fond dedans. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai découvert ça, voilà, j'en étais avec des conférences, des écouteurs la nuit, le jour, le machin, enfin voilà. Mais puis à côté de ça, je me suis moi vraiment mis dans le développement personnel pour me reconstruire moi personnellement. Et j'ai envie de dire, ça peut ne pas prendre des tonnes d'années, quoi. On peut rebondir et on peut rebondir. Voilà. Bien sûr qu'il y a un processus de guérison et qu'il faut prendre le temps d'avoir ce processus de guérison, mais c'est possible et c'est possible sans mettre 10 ans. Ah oui, tout à fait. À quoi est-ce que tu attribues ton succès, toi? Je pense ma détermination. Ma persévérance. Je pense. Après, c'est vrai que c'est une force intérieure, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Mais je pense que c'est ça qui m'a vraiment poussée et qui a fait que je vais toujours de l'avant, quoi qu'il se passe, quoi. Et résiliente. Oui, c'est vrai que là, du coup, alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout avant, justement. La résilience, je pense qu'on en était loin. Et sauf qu'à un moment donné, je crois que dans certaines situations, il n'y a pas d'autre choix.
là, moi, je n'ai pas eu le choix. Mm. C'était soit je sombrais totalement, Mm. soit je devenais résiliente et j'acceptais de lâcher pour pouvoir me décrocher de tout ça. Mm. Et c'est vrai que ce qui me tenait, c'était justement de dire non, mais non, ça, je vais pouvoir changer ça. Alors, la persévérance et la détermination, pour le coup, des fois, ça peut être bénéfique, mais ça peut aussi nous faire sombrer. Parce que là, moi, du coup, je suis très déterminée, mais du coup, je me déterminais à vouloir sauver cette personne, à vouloir la guider vers le bon chemin, à vouloir. Et je me suis entêtée longtemps à me dire non, tu dois la sortir de là, tu dois. Et en fait, c'est moi qui m'enfonçais. Je pouvais pas. Je pouvais pas le sortir de là. Donc, mais ça a été dur d'accepter de ne pas pouvoir. De ne pas avoir ce pouvoir-là sur l'autre. Je te comprends tellement. Quelle est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers cette expérience-là? Qu'on a tous notre responsabilité dans ce qui se passe. Moi, j'ai appris que malgré tout, alors même si, donc ça peut choquer à ce que je vais dire, j'en suis consciente, mais moi, ça m'a aidée. Même quand on est dans une situation où on est victime, même si c'est pas notre faute, ce qui se passe, on ne mérite pas ce qui se passe, on a une responsabilité dans ce qui se passe. Et notre responsabilité, là, moi, ma responsabilité, c'était de dire stop. Ça, ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit. Donc, je le disais, bien évidemment, je disais que c'était pas possible et qu'on n'avait pas le droit. Mais dans mon comportement, je revenais toujours. Donc, voilà, c'était pas cohérent. Mais donc, ma responsabilité, ça a été de ne pas arriver à dire stop avant. Et là, je reviens encore au fait que poser des limites, ça s'en prend dès l'enfance. Et ça s'en prend, en fait, quand notre parent respecte le non. Tout à fait. Si quand on est un enfant et qu'on dit non, eh bien, on finit par nous obliger à faire quand même, à accepter le bisou, à accepter de faire quelque chose qui ne vraiment nous plaît pas du tout sur notre corps ou autre chose, eh bien, finalement, comment poser des limites, comment apprendre à poser des limites. Alors, c'est difficile quand on est parent parce qu'il y a des fois, on sait que c'est le mieux pour notre enfant et qu'on veut vraiment qu'il fasse ça et que voilà. Donc, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais en fait, pour moi, c'est toujours se dire qu'est-ce que je suis en train de transmettre à mon enfant derrière. Quel message il va retenir de cette situation-là. Parce qu'en soi, ok, il peut être malade, mais derrière, qu'est-ce qu'il va retenir de ça, en fait. Et donc, du coup, arriver à trouver des manières différentes. Ça ne veut pas dire aussi laisser tout faire l'enfant. Ça, vraiment, parce qu'on assimile beaucoup trop l'éducation positive au laxisme et à tout vouloir laisser faire. Ce n'est pas ça non plus. Mais c'est respecter l'enfant en tant que personne égale à nous, en fait. C'est que son mari ou son conjoint, on ne va pas l'obliger à mettre sa veste ou à accepter un bisou de la personne qui est en train de rentrer dans notre maison. Ça ne se fait pas. Et ben pourquoi on le fait à nos enfants, en fait. C'est juste avoir cette conscience-là et avoir des outils qui peuvent nous permettre au quotidien, du coup, de quand même guider notre enfant vers ce qu'on sait qui est bon pour lui, mais dans le respect de qui il est. Oui, tout à fait. Sur quelles ressources tu as pu compter durant ta transition vers ta nouvelle vie? Mes parents. Ouais. Mes parents pour me seconder auprès de ma fille. Parce que voilà, c'est seule avec elle en moi, devant me reconstruire totalement et avec un bébé qui dormait pas, mais pas du tout, et qui à l'heure d'aujourd'hui ne dort encore pas super bien. Bah ouais, à un moment donné, on a besoin de faire des nuits complètes pour retrouver un peu ses esprits. Donc voilà. Je pense après, au niveau des ressources, ça a été moi et je pense que les ressources, elles étaient que à l'intérieur de moi. Voilà. Et après, la ressource de mes parents pour pouvoir me permettre en fait de faire ce que j'avais à faire, quoi. Super.
Quelle est la plus grande leçon que tu retiens de ton expérience de vie? Que le plaisir de l'autre ne doit pas passer avant le mien. Ouais, que je suis pas là pour me soumettre au désir de la personne en face, mais que ça doit être un échange et que ça doit être un partage et que bien sûr, ça reste quelque chose. J'aime faire plaisir aux autres en fait. Voilà, ça Oui. reste quelque chose que j'aime, mais je dois encore continuer à apprendre à ne pas passer après. Voilà. À me mettre au même niveau en fait d'importance que l'autre. Je pense que c'est des. Enfin, aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, je pense que j'ai une assez bonne estime de moi, mais ça fluctue aussi des fois selon les passages, les moments. Et je pense qu'après, voilà, il y a des mots. Il y a quand même des moments où on est plus fragile que d'autres et voilà, des périodes de vie qui sont plus compliquées que d'autres. Et que c'est un chemin, clairement. Tout à fait. Jamais arrivé à la fin du chemin, heureusement, tant mieux. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Mais, Tout à fait. C'est un parcours. Tout à fait. Ben oui, il faut faire preuve d'amour envers soi puis d'indulgence aussi quand on vit des moments. On a l'impression de régresser parfois, mais non, c'est un parcours. Hein. Quelle qualité as-tu développée grâce à cette expérience de vie-là? La résilience, le lâcher-prise, le fait d'arriver à dire que si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et c'est OK, voilà. On continue, on rebondit, on fait autre chose, on reste pas figé sur ça. Donc ouais, le lâcher-prise. Et puis peut-être un autre mode de communication, parce que même si voilà, j'ai appris à parler différemment en fait quand je me suis formée à la communication non violente et du coup à être plus dans l'échange pour une relation vraiment saine et stable, mais que ce soit avec ma fille, mes amis, tout le monde en fait. Moi, je pense que c'est principalement ça que j'ai. C'est très précieux. Quel bel apprentissage. Qu'est-ce que tu retiens de positif de chacune des étapes que tu as vécues à partir du moment où tu as eu ton point de bascule jusqu'à maintenant? Est-ce que tu l'as vécu sous forme plus d'étapes ou c'est quelque chose qui s'est fait de façon graduelle? Et ton regard par rapport à ça, est-ce que c'est un regard plutôt constructif ou... Ouais, il y a eu des étapes, mais pour moi, c'était un enchaînement quand même. Enfin, ouais, c'était un enchaînement de. Au début, je devais me reconstruire. Puis après, quand j'ai fini par me reconstruire, j'ai réussi à poser mes vraies limites, donc à sortir réellement de cette relation. Parce qu'au début, même à distance, j'en étais pas sortie. Il y avait toujours beaucoup d'emprise. Donc après, voilà, après, une fois que je m'étais reconstruite et que j'arrivais à dire non, après moi, j'avais aussi plus de place à l'intérieur de moi pour pouvoir remplir avec d'autres choses. Et voilà, en écoutant plein de choses, je reprogrammais mon cerveau, en fait. Pour moi, c'est en écoutant une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses, une autre manière de communiquer, que petit à petit, je m'en suis imprégnée et que c'est devenu naturel chez moi. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu des étapes, mais ça a été fluide. C'était un enchaînement, quoi. Voilà, chaque moment a eu son importance. Au début, l'importance, c'était juste que je retrouve un peu de forme physique. Voilà. Après, ça a été que je retrouve une indépendance émotionnelle. Voilà. Super. Et si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses comme tu les as faites ou tu changerais des choses? Alors, j'aime pas trop cette question parce que pour moi, ce qui est fait est fait et que je ne peux pas le changer.
Donc, j'ai pas envie de me poser cette question parce que voilà, je peux pas changer ce qui s'est passé. Donc, dans l'absolu, bien sûr que je devrais pas faire les mêmes choses, mais je les ai faites et c'est comme ça. Donc, puis ça m'a appris plein d'autres choses et j'en suis là aujourd'hui et je suis honnêtement très contente de ce que j'ai parcouru et même, c'est pas beau de dire, enfin c'est pas bon. Je suis très contente de ce que j'ai vécu pour en arriver là aujourd'hui en fait. Voilà. Heureusement que je suis en vie, mais Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, comme tu disais par rapport à l'éducation, tu as fait du mieux que tu pouvais avec le niveau de conscience que tu avais, puis ce que tu étais comme personne par rapport à tes blessures. Donc, tout est pour le mieux finalement. oui. Regarde ce qui en était venu finalement. Ah oui. Ah ouais. En quoi la Céline d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a 10 ans? Et si, mettons, tu rencontrais la Céline d'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'elle dirait en te regardant, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle dirait de moi? Oui. Qu'elle est perchée. Oh, c'est possible. Ouais, non, je sais pas si elle arrivera à me comprendre. OK. Il y avait beaucoup de... J'étais quand même pas mal dans le jugement ou pas mal avec des idées très arrêtées. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, je sais pas si elle arrivera à avoir l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis persuadée que tout le monde peut faire les pires choses, mais et que c'est pas pour ça qu'on est une mauvaise personne. Voilà. Ouais, À l'époque, j'aurais pas dit ça. je comprends. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que c'est ta philosophie au quotidien? Avancer en prenant du plaisir. Enfin, avancer parce que je suis quand même dans une dynamique où même s'il y a des résistances des fois, même s'il y a des moments où, comme on disait, il y a des régressions et c'est plus difficile de se motiver, d'avancer, surtout quand on est tout seul et que voilà. Mais donc c'est très important pour moi de toujours être dans une dynamique d'apprendre de nouvelles choses, d'avancer, voilà. Et mais j'ai la dimension de prendre du plaisir. J'ai jamais réussi à prendre un boulot alimentaire. Alors ça, pour le coup, ma mère, des fois, me disait, ouais, c'est bon, là, c'est bon, tu vas n'importe où et tu fais, voilà, tu as bac+3, tu vas trouver un job et tu bosses sur un truc très, très stable, très, très fixe avec ce CDI qui te donne un crédit, voilà. Et non, j'y arrivais pas. Non, c'était pas possible pour moi. Vraiment, c'était quelque chose j'ai une valeur de liberté, en fait, très forte. Alors, enfin voilà, de liberté de moi, de pouvoir bouger, de pouvoir ne pas me restreindre à certaines choses. Et donc, du coup, c'était très compliqué pour moi de pouvoir imaginer ça. Et je ne sais plus pourquoi j'en suis venue là. Mais je te demandais quelle était ta philosophie. Tu dis que le plaisir prend vraiment une grande place dans ta vie. Et donc, du coup, voilà, c'est avancer, mais en gardant cette notion de plaisir, parce que s'il n'y a plus cette notion de plaisir, je m'éteins. C'est voilà. À l'intérieur de moi, je m'éteins. Ben, tu vois, je trouve ça super inspirant parce qu'on est tellement de personnes à privilégier la sécurité plutôt que la liberté. Hein, on n'écoute pas ce désir-là. Pourtant, on a cette pulsion-là à l'intérieur de nous, mais la sécurité est primordiale souvent pour les gens. Donc, on se restreint. On n'ouvre pas les portes. Puis, quel conseil? Vas-y. Non, après, j'avoue que c'est pas... Voilà, c'est aussi... ça a son lot de complexité d'avoir cette liberté-là. Mais après, c'est des choix. Voilà, ben oui, tout à fait. Et maintenant, j'aimerais arriver à avoir une sécurité dans cette liberté. T'es en train de le créer. mais je le crée. Ben oui, tout à fait. Ben justement, l'idée me vient. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une journée dans ta vie? Une journée dans ma vie? Oui. Alors, ça dépend lesquelles. Okay. Non, honnêtement, là, j'ai passé une période cet hiver où j'ai été H24 en train de bosser, mais vraiment, je me levais, j'ai appris à faire mes routines pour voilà, discipliner mon esprit et tout.
Et puis, je bossais, donc j'enchaînais des formations, la création pour ma nouvelle société, mon boulot actuel qui me fait encore vivre pour l'instant. Donc, j'ai encore ma profession que je faisais jusqu'à présent. D'autres formations, dès que je suis en voiture, j'écoute des autres formations que j'ai prises. Après, je récupère ma fille, je la couche. Dès qu'elle est couchée, je recontinue une autre formation. Et bon, à un moment donné, ça a été un petit peu trop quand même. Parce que ça, 7 jours sur 7, voilà, ça a été un peu compliqué. Et donc, du coup, maintenant, j'essaye vraiment d'alterner, de le faire. Mais à des moments, cet après-midi, c'est plage, quoi. Voilà, je bosse pas, je ferme tout et je vais à la plage. De vraiment m'octroyer des moments où j'arrête tout. Et voilà. Alors là, je suis encore dans une dynamique où j'ai beaucoup de choses en cours et en création. Donc voilà, ça donne quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Et j'ai pris beaucoup de formations à côté parce que j'ai envie de me perfectionner, de toujours en savoir plus, voilà, m'améliorer et tout. Mais j'essaye déjà de réguler tout ça, de faire en sorte de voir pour prioriser et de m'accorder des moments où je profite parce qu'à un moment donné, aussi profiter de ce qui se passe aujourd'hui dans le moment présent. Oui, tout à fait. C'est essoufflant à un moment donné là, de fonctionner comme ça. Quel conseil tu donnerais à une personne que tu rencontrerais qui vit la vie que tu vivais avant? Là où, ça dépend laquelle. Là où, avant la naissance de ta fille ou au moment de la naissance de ta fille, là, dans cette dynamique-là, si tu rencontrais une fille qui vit exactement la vie que tu menais, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je lui dirais qu'elle a de la valeur. Ah ouais. Et qu'elle a de la valeur et qu'elle a le droit de vivre autrement. Merveilleux. Puis toi, là, comment t'entrevois ton avenir par rapport à ton rêve d'aujourd'hui? Magnifiquement. Non, mais là, moi, j'aspire à pouvoir vraiment développer mon activité, pouvoir être bien installée dedans, pouvoir bien être confortable, pouvoir offrir beaucoup de choses à ma fille, pouvoir voyager énormément, parce que je trouve que ça donne beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est vraiment une passion pour moi, les voyages. Et là, du coup, ça fait plusieurs années que j'avais dû arrêter. Donc, vraiment, voilà, puis de pouvoir le faire participer à ma fille, puis avoir un cocon familial, reconstruire une vie de famille apaisée, sereine, avec des relations stables. Et puis voilà, après, un confort financier, un confort émotionnel, un confort personnel. Je te le souhaite de tout cœur. Tu es vraiment en train de le créer. Donc, je te souhaite un super bon succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu es une personne de cœur. Puis merci pour ton authenticité. Vraiment, ton partage, c'est tellement riche. Je te dis merci 1000 fois pour ta contribution, Céline. De rien. Merci beaucoup à toi d'avoir pu créer ce moment. Je te dis au plaisir. D'accord, merci. Bonne fin de journée. Toi aussi. Merci.